Good Morning Business. Le débat. C'est le deuxième volet de ce 6e rapport du GIEC, Nicolas Dose, très alarmant évidemment. Quand on lit ça, on a du mal à avoir des éléments d'analyse à froid et puis des solutions clés en main. Et se dire que s'il y avait la taxe carbone. Je vais vous dire ce qu'on trouve dans ce rapport. D'abord, personne ne serait épargné sur la planète par le réchauffement climatique, nous dit donc ce deuxième volet du 6e rapport. Il y a 270 co-auteurs pour ce travail. Ils parlent d'une menace grave, grandissante, des impacts déjà irréversibles qui sont observés. Ils considèrent que ce qu'ils présentaient il y a 15 ans comme des risques sont devenus aujourd'hui des faits qui sont avérés et que le seuil d'une augmentation de la température d'1,5 degré pourrait intervenir avec 10 ans d'avance en 2030. Alors il nous explique que d'ici à 2100, même si on restait aux alentours de plus 1,6 degré, on aurait 8% des terres cultivables qui seraient climatiquement devenues inadaptées. Tout serait bouleversé, les ressources alimentaires, les ressources en eau, les villes, les infrastructures, les économies, la santé. En fonction des scénarios, 800 millions à 3 milliards d'êtres humains vont connaître des pénuries d'eau de manière chronique, nous dit ce rapport du GIEC. Et le pourcentage de la population mondiale exposée à des stress de chaleur mortelle passera de 30% aujourd'hui. J'ignorais qu'on était déjà à 30% de la population confrontée à des risques de chaleur mortelle. Donc passera de 30% de la population à 50%, voire dans le pire des cas, 75%. Alors quelles sont les solutions ? J'en ai relevé 3. Le GIEC nous dit que c'est vraiment au niveau des villes qu'il va falloir intervenir parce qu'a priori, d'ici à 2050, il considère que 70% de la population du monde vivra dans des zones urbaines. Donc c'est verdir la construction, améliorer les systèmes de distribution d'eau, créer des transports qui permettent de relier les zones urbaines aux zones rurales. Il parle aussi du développement des zones côtières qui vont être menacées par la montée des eaux. C'est pas en faisant des digues, disent-ils. C'est en aménageant des zones humides pour réussir à supporter la montée des eaux. Et 1 milliard de personnes vivent en zones menacées par la montée des eaux d'ici à 2050, nous dit le GIEC. Et puis, ils insistent sur, à mon avis, le point le plus essentiel, c'est que si on veut obtenir des résultats, et c'est encore possible, heureusement, même si, vous le disiez, c'est apocalyptique, et ce que je viens de lister n'est pas exhaustif, mais est apocalyptique, il faut que des progrès soient observés dans le monde entier, et pas exclusivement en Europe ou dans les pays riches. Et on sait bien que les principaux pays émetteurs, et notamment la Chine, ne sont pas exactement dans la même dynamique que celle de l'accord de Paris. Alors, Jean-Marc Daniel, est-ce que vous qui êtes un avocat excellent du libre-échange et de l'économie de marché, est-ce qu'à un moment donné, vous croyez que le marché va être capable de réguler et d'éviter cette catastrophe qui est devant nous ? On a l'impression qu'on est tellement shooté aux hydrocarbures qu'on ne pourra pas s'en passer. Oui, je pense que le marché est la bonne réponse. Alors évidemment, il faut des politiques publiques associées. La taxe carbone, c'est un outil de politique publique. Ce que je trouve intéressant dans le rapport, c'est que je crois d'ailleurs que les rapporteurs du GIEC l'ont fait exprès. Ils l'ont publié 50 ans, jour pour jour, après le rapport Meadows, le rapport du Club d'Europe sur l'évolution de la planète en l'an 2000. Ouais. Et donc on parlait déjà du CO2 et des émissions de Alors gaz on parlait beaucoup aussi des pluies acides et on parlait de l'épuisement d'un certain nombre de matières premières. Ouais. C'est-à-dire que l'enjeu, c'était pas l'excès de carbone, c'était l'absence de carbone, en disant que le pétrole allait disparaître, que le charbon allait disparaître, et que nous allions être dans une situation où effectivement l'énergie allait faire défaut. Il y avait un chapitre passionnant à l'époque en expliquant que l'évolution de l'installation de téléphones à la surface de la planète allait épuiser le cuivre, et qu'à l'horizon 2000-2010, il n'y aurait plus de cuivre. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ? Que vous n'y croyez pas à cette inéluctabilité ? Pas du tout. Je pense qu'effectivement, tout a été infirmé dans le rapport Meadows. Tout ce qui avait été annoncé a été infirmé. Et donc comment on fait pour éviter que ça se passe ? Alors je pense qu'effectivement, il y a 3 éléments à mettre en jeu. Pourquoi ça a été évité ? Parce que dans l'exemple de la téléphonie, on a changé de technologie. Je pense que les ruptures technologiques, alors évidemment, il y a un côté un peu religieux aussi dans la rupture technologique. Ça va marcher, la rupture technologique. Mais je pense qu'effectivement, il y a des ruptures technologiques. Il faut faire des efforts de recherche et de développement, consacrer énormément et centrer la recherche, non pas sur de la sociologie, mais sur de la thermodynamique. Le deuxième élément, je pense qu'effectivement, à partir du moment où la prise de conscience est là,
il y a des habitudes à mettre en place. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, lorsqu'on avait eu un choc charbonnier, les économistes libéraux de l'époque avaient dit il faut passer de la théorie de la disette, tout va s'effondrer, on ne peut rien faire, à la théorie de la sobriété. Donc il faut passer de la disette à la sobriété. Il ne faut pas prévenir et promettre à la société... Est-ce que le marché peut accepter la sobriété? Mais bien sûr, parce que l'outil essentiel du marché, c'est le prix. Et donc là aussi... Parce que depuis 50 ans, on vit sur l'abondance et l'accélération de la croissance, pas sur la sobriété énergétique, par exemple. Oui, j'entends bien, parce que le prix n'est pas le prix qui permettrait effectivement de passer à la sobriété. C'est ce que racontait d'ailleurs Hayek en réaction au rapport Meadows. Et puis, le dernier élément qui est en jeu, c'est que effectivement, je pense que la mise en place véritablement d'une fiscalité efficace, donc technologie, sobriété, fiscalité en externalité, c'est la réponse plutôt que l'annonce de l'apocalypse. C'est utile d'annoncer l'apocalypse. Le rapport Meadows a été utile, mais il faut pas, ça s'est pas passé comme dans le rapport Meadows. Alors justement,